Mais oui, les sportifs, moi je trouve que vous avez une chance de ouf, c'est que tout le monde est là, vous admirez quand vous êtes dans les clubs, et parfois vous en profitez pas. Tu peux être au bout du monde et te faire chier, et en fait c'est ton mindset qui détermine tout, c'est pas là où t'es, ce que tu fais, quel avion tu prends. N'attendez rien des autres, quoi, en fait. C'est pas le club qui va t'apporter l'ouverture d'esprit qui te nourrirait. Enfin, c'est pas le club qui doit t'apporter la formation idéale pour ton après-carrière. Non, c'est à toi de te bouger, quoi, je pense. Pour cet épisode d'Au-delà du jeu, j'accueille Étienne Bulidon. Salut Étienne. Salut Manon. Je vais faire un petit point contexte sur notre rencontre. Moi, j'ai eu la chance de te découvrir en août 2021 sur les conseils d'Arthur Molik, à l'époque, qui était mon médecin de club. J'étais en souffrance physique suite à une double opération des genoux, une reprise intense, comme tu le sais. Et j'étais prête à tout pour essayer d'aller mieux. Et je suis venue en consultation d'ostéopathie chez toi. Et j'ai découvert une manière nouvelle de travailler. Déjà, tu m'as écouté. Et puis c'est ça, après, tu as pris le temps de m'expliquer de ce qu'on allait faire, pourquoi, comment. Et tu as été patient, tu as été pédagogue, tu n'as jamais été dans le jugement. Et tu as été honnête sur la difficulté de ma situation et honnête sur le temps que ça pouvait prendre pour aller mieux. En gros, tu m'as détaillé aussi le lien corps-esprit. Je me souviens de te voir me dessiner une ligne partant de ma tête, allant jusqu'à mes pieds, et en me disant que tout était lié. Et puis on a commencé à travailler sur les viscères, sur le crânien, sur quelque chose de différent, une approche que moi, personne ne m'avait jamais parlé de ça. Et puis tu m'as pas fait mal, tu m'as pas fait craquer, tu m'as pas forcé sur un corps qui était déjà abîmé. Tu m'as montré qu'il était possible de faire autrement. Et ça, pour moi, c'était déjà énorme. Donc Étienne, tu es ostéopathe depuis plus de 10 ans. Tu as ton cabinet sur Lyon. Tu interviens en parallèle auprès des joueurs et joueuses du club de basket de Lasvel. Et tu es aussi formateur, podcasteur, voyageur. On en parlera. Est-ce que tu as envie de compléter ? Non, je pense que je suis prêt pour échanger avec toi. Ça me fait sourire là, de t'entendre avec le recul présenter notre rencontre, etc. Je ne me rappelle plus du tout du schéma que j'ai pu faire, de ce que je t'ai expliqué. J'imagine de ce que j'ai pu t'expliquer, mais on va en parler en tout cas. C'est cool d'être avec toi. Merci beaucoup, pour moi aussi. C'est trop cool de t'avoir. Je voulais commencer par le début, savoir un peu où tu avais grandi et entouré de qui. J'ai grandi dans l'Ain, dans un petit village qui s'appelle Saint-Didier-sur-Chalaronne, je pense que personne ne connaît. Et j'allais à l'école primaire dans le village d'à côté. On était 7 dans ma classe. Tu vois, donc les CE2 et CE1 étaient ensemble parce qu'il y avait tellement peu de CE2. Donc on devait être peut-être 15 CE2, CE1 réunis, et pareil CM1, CM2, donc vraiment tout petit village. Et puis donc avec l'ambiance de la campagne, le vélo pour se déplacer voir les copains, tout ça, le lance-pierre pour tirer les oiseaux, voilà, à l'ancienne. Et puis après je suis passé au collège, pareil dans mon collège de secteur, juste à côté de chez moi. Et puis en fait ce qui a, j'allais dire accéléré mais c'est pas le bon terme, mais ce qui a changé ma trajectoire par rapport à tous mes copains, c'est que j'étais fort au basket, j'aimais bien le basket. Donc je suis allé à Bourg-en-Bresse à l'internat parce que c'était pas très loin mais trop loin pour faire les allers-retours tous les jours. Et donc là, aujourd'hui ça s'appelle U15, avant c'était Minime. Donc je suis rentré en Minime France. Et puis après Cadet France, centre de formation jusqu'à mon bac. Et là après j'ai arrêté. Donc là 5 années de, tu connais, de centre de formation, on s'entraîne beaucoup, etc. Où tout le monde veut devenir pro. Moi j'étais peut-être un peu le seul à avoir compris très vite que j'aurais bien aimé être pro, mais je n'aurais pas pu. Je pense que j'avais pas les qualités et ni les gènes et plein de choses. Et j'étais assez bon à l'école, donc j'ai fait mon bac S. Et donc voilà, après le bac, j'ai fait mon école d'ostéo, mais là je vais peut-être un peu loin parce que j'ai déjà 18 ans. Donc c'est ça, ensuite tu intègres une école pour devenir ostéo ? Ouais, exactement. En fait, la plupart des gens font médecine ou se retrouvent en ostéo après un parcours X ou Y. On était assez peu, en tout cas à mon époque, à faire directement ostéo après le bac. Moi, j'avais rencontré des ostéos qui m'avaient paru cool, déjà, sympa. Et ouais, c'était leur personnalité où je m'étais dit, je préfère devenir comme lui que comme les kinés que j'avais rencontrés et comme d'autres gens, quoi. En fait, c'était vraiment très subjectif mon choix, c'était du feeling, quoi. Et donc je vais en ostéo en pensant faire une école qui allait m'apprendre comment le corps bougeait, ce qu'il fallait faire, mais de manière très
j'avais une vision mécanique du corps, tu vois. Je pensais que j'allais être un ingénieur du corps avec des choses qui se calculent, qui se mesurent, etc. J'avais pas du tout conscience que ça allait être beaucoup plus complexe. Et donc voilà, je me lance dans ces écoles, dans ces études d'ostéo où ça se passe très bien parce que globalement, là encore, je ne veux pas paraître arrogant, mais j'ai trouvé ça très facile. Les études, il suffisait d'apprendre bien les choses, de comprendre la logique, la philosophie d'ostéo et ouais, j'avais des très bonnes notes quoi, du début à la fin. Et ce qui a été intéressant dans le parcours, c'est que je me suis tout de suite ouvert, c'est-à-dire que je n'avais pas un budget illimité, c'est très cher les écoles d'ostéo. Moi, je n'étais pas dans une famille blindée où on m'a dit t'inquiète pas, on te paye tout, concentre-toi sur tes études. Non, j'ai dû travailler quand même pas mal, donc en dehors, j'ai fait énormément de métiers. J'ai été plein de choses. J'étais homme de ménage, maçon, fleuriste, cuisinier, tu vois, plein de métiers. Ah oui, mais c'est des tafs, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est des trucs à je pense compétences. que ça a été important dans mon développement parce que ça a développé une sorte de faculté d'adaptation, tu vois. Il y avait une agence intérim qui me faisait confiance et qui m'envoyait dans plein de métiers, de missions comme ça, potentiellement un peu bourbiers sur le papier, mais que j'ai kiffé parce que moi, ça me faisait découvrir des nouveaux mondes. Et donc voilà, j'étais brancardier pendant 2 ans aussi, à l'hôpital Femme-Mère Enfants de Lyon. Donc là, c'est pareil, j'ai pu rencontrer plein de gens, m'incruster, voir des accouchements, des choses comme ça, alors que j'étais étudiant ostéo. Mais parce que j'ai toujours eu ce petit truc de comment dire, de cette proactivité qui fait que je provoque les choses. Et donc voilà, beaucoup de métiers jusqu'à obtenir mon diplôme d'ostéo. Et puis après, j'ai commencé à travailler en ostéo avec une prof à moi qui est toujours une très bonne amie, ma mentor en ostéo, etc., qui s'appelle Marjolaine. Et donc j'ai travaillé tout de suite 1 an, juste après mes études. La chose importante, c'est que j'ai tout de suite travaillé. Aujourd'hui, les jeunes ostéos, ils galèrent un peu parce qu'on est tellement nombreux que c'est compliqué. Et moi, j'ai tout de suite été plein. Je bénéficiais de l'aura de cette collègue et je prenais le surplus de patients avec qui je faisais du bon travail. Donc j'étais très vite plein, sans bosser 5 jours par semaine, du matin au soir. Donc j'ai tout de suite eu du temps, en plus pour réfléchir à d'autres choses, pour lire, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Peut-être qu'on y reviendra. Et puis au bout d'1 an, quand même, je voulais pas m'enterrer trop vite, entre guillemets. Donc j'ai décidé de faire un tour du monde. Donc je suis parti à l'arrache, tout seul en sac à dos pendant 13 mois, avec des aventures tout aussi folles les unes que les autres, parce que j'avais ce truc l'envie de sortir de ma zone de confort, de vivre la vie, de découvrir le monde. Donc quand j'avais 2 choix, tu vois, je prenais toujours le choix qui allait donner la meilleure histoire, le choix le plus compliqué quand il y avait des décisions à prendre. Ça a été intéressant aussi. Cette année très intense. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose même d'identitaire, le fait d'entreprendre plein de choses? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Pourquoi non? Alors en profondeur, je pourrais pas t'expliquer la raison psychanalytique entre guillemets, mais pourquoi? C'est juste que ça m'apporte de la joie, c'est juste que je suis content. Aujourd'hui, ma façon d'explorer, donc j'ai un enfant, j'habite à côté, là, dans le 7e, je prends beaucoup moins, je voyage beaucoup moins, je prends presque plus l'avion en ce moment. Et ma façon d'explorer, c'est d'aller, tu vois, à l'hôpital, à côté, il y a l'hôpital Saint-Luc-Saint-Jean, donc je vais voir un pote qui est chirurgien, donc on va faire une opération. Enfin, moi, je regarde, je discute avec lui. J'explore comme ça d'autres mondes, en fait, sans forcément voyager géographiquement. Mais pourquoi je fais ça? Parce que ça m'apporte de la joie, j'aime apprendre. En fait, je crois que... je ne veux pas généraliser, je vais parler que de moi, parce qu'encore une fois, c'est subjectif, mais j'ai gardé ma curiosité d'enfant, je pense. Et je l'assume, en fait, cette curiosité. Et je vais là où je sens que j'ai quelque chose à apprendre parce que ça m'apporte de la joie, ça me rend heureux, je pense. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que tu parles, parce que là, ça fait plusieurs années, ça fait plus de 10 ans que tu es ostéo. Est-ce que si tu es resté dans ce domaine-là, c'est parce que tu as senti cette capacité d'explorer à l'intérieur de ce boulot-là, que c'était toujours un petit peu nouveau, ou est-ce que tu t'enrichis plus autour de ça, tu vois? Ouais, probablement. Hein. J'aurais pu... J'ai des potes, tu vois, qui ont fait ingénieur et qui ont senti la route se refermer. C'est ça. Et ils se sont sentis peut-être très enfermés à 30 ans au point de changer complètement de carrière. C'est assez typique, j'ai plein de potes comme ça. Mais moi, ça a été l'inverse, en fait. Ouais, plus le temps passait, plus je découvrais les opportunités, surtout le potentiel de l'ostéopathie, d'un point de vue purement métier, et aussi le potentiel du lifestyle, entre guillemets, que tu peux avoir en tant qu'ostéopathe. Parce qu'aujourd'hui, si ton cabinet tourne, tu peux travailler 3 jours par semaine et avoir 2 jours de libre pour faire autre chose. Tu vois, typiquement en kiné, c'est compliqué. Si tu travailles comme... tu peux travailler, voire
5 patients en même temps, comme certains kinés font. Et je juge pas, je m'en fous. Mais tu peux aussi faire comme d'autres, c'est-à-dire voir un patient par demi-heure, gagner, je sais pas, 16 € de l'heure pour plus 4 balles de dépassement d'honoraires. Mais tu vois, il faut faire beaucoup d'heures pour gagner ta vie quand tu es kiné. Et en fait, en ostéo, tu peux travailler 3 jours par semaine avec des journées pleines et gagner ta vie et avoir 2 jours pour nourrir ta curiosité, pour faire d'autres choses. Pour avoir des sortes de semaines qui sont un petit peu hybrides, quoi, entre guillemets. Ouais. Et toi, très rapidement, ça, c'est quelque chose que comme tu nous l'as dit, que tu as pu connaître. Et c'est ça aussi qui t'a plu dans ce boulot-là, quoi. Ce qui m'a plu dans le boulot, c'est vraiment le boulot. Mais en plus de ça, il y avait le bénéfice, le bonus, c'est que tu peux gagner ta vie sans travailler du lundi au vendredi de 8h à 20h. Et je trouve que ça, c'est un piège. Et encore aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et je me rends compte que c'est un piège, en fait, d'être de 8h, alors on va dire de 9h à 18h, sur la même tâche, sur les mêmes sujets, etc. Ben, forcément, ça t'enferme un peu. Ça t'ouvre pas, en tout cas. Tout dépend de ton métier, encore une fois, mais ça a une tendance à te fermer. Et moi, oui, j'ai vu que ce métier t'offrait la chance de gagner ta vie, puis en même temps d'avoir du temps pour faire d'autres trucs super cool. Donc ça, je l'ai réalisé après, quoi. Quand j'ai commencé au stéo, je n'avais pas du tout conscience de ça. Hein. Mais aussi écologique, où tu vas avoir des opportunités d'avoir des choses qui te ressourcent. Parce qu'il ne faut pas se mentir, voir des patients, ça fatigue quand même. Après une journée de 10 patients, 12 patients, bon, tu es quand même fatigué, même s'il y en a qui te ressourcent, d'autres qui t'épuisent, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, ce temps libre à côté te permet de te ressourcer, mais pas forcément de t'inspirer, mais peut-être une rencontre, de prendre du temps d'aller boire un café avec quelqu'un et discuter d'un sujet, peut-être ça va être tellement nourrissant qu'au final tu vas te ressourcer. Et on en parlera après, c'est ça aussi qui manque, je pense, dans le sport de haut niveau. Là encore, j'ai jamais été sportif pro, mais j'en côtoie assez pour avoir des idées. Et je pense que parfois, ce qui manque dans le sport pro, c'est pas la sieste ou le sommeil ou quoi qui va te reposer, c'est l'activité qui va vraiment te ressourcer et te nourrir, tu vois. Et je pense que tu seras bien placé pour en parler aussi de ça. Et donc en ostéo, on a la chance, pour résumer, de pouvoir se créer en sorte une vie sur mesure, un lifestyle qui correspond vraiment à qui tu es. Et ça, je pense que c'est écologique, effectivement. Et ouais, c'est ça, comme tu l'as abordé, le sport est important dans ta vie, dans ton équilibre. Par le passé, parce que tu as joué au basket à un bon niveau. Aujourd'hui, parce que aussi tu accompagnes là, parmi les basketteurs, basketteuses, les meilleurs de France, d'Europe. L'Asvel est engagé avec une équipe féminine, une équipe masculine qui cartonne. C'est le club mené par Tony Parker. C'est aussi de la reconnaissance pour toi. Et j'imagine peut-être une balance entre les différentes casquettes que tu as. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, ce que ça m'apporte, en numéro 1, je dirais que ça nourrit ma curiosité, pour rester sur la thématique de ce début de conversation. C'est-à-dire que je vois des cas cliniques qui m'intéressent. Je vois comment un club va gérer une blessure qui serait gérée différemment si le gars ou la fille n'avait pas d'impératif sportif, n'était pas sous contrat, etc. Donc, d'un point de vue sociologique, ça m'intéresse. D'un point de vue médical, ça m'intéresse de voir comment les choses sont gérées. Ça m'intéresse de voir ce que moi, en tant qu'ostéo, je peux apporter dans le process. Donc voilà, ça nourrit ma curiosité, ça m'intéresse, quoi. Ça, c'est le premier truc. Financièrement, ça m'apporte très peu par rapport à ce que je gagne au cabinet avec la formation. Ce que je gagne dans le sport pro, c'est du bonus, mais clairement, si demain je suis viré et j'ai plus ces sous-là, ça me change rien. Donc ça, c'est cool. Et à quel rythme t'es là avec le groupe quotidiennement ou... Non, pas du tout. Non, là, ce soir, il y a un match. Donc, typiquement, il faut que je voie un gars là avant le match. Là, on m'a envoyé un message. Ça me fait rire parce que tout à l'heure, tu disais que j'étais très doux et tout. Là, c'est un Américain que je vais voir. Ouais. Donc, il va pas falloir que je sois doux. Lui, dans sa culture, c'est la culture chiropraxie, etc. Donc, ça va péter, si tu veux. Je vais pas être doux. Tu t'adaptes à ton patient. Je m'adapte à mon patient, ouais. Et ça, j'ai aucun problème à le faire. Et lui, il doit faire 120 kilos, tu vois, le gars. Ouais. Donc oui, je m'adapte à mon patient. Donc ce soir, je vais au match. Avec les garçons, en fait, je vais à tous les matchs. Je les vois avant pour ceux qui ont besoin et après. Alors, on pourra détailler un peu cette pratique de consultation post-match. Et avec les filles, je ne vais pas forcément au match, mais une fois par semaine, je vais à la fin d'un entraînement et elles s'inscrivent. Et j'ai toujours 3 ou 4 filles à voir. Et ça change, etc. Donc là, je fais des consultations, ce que j'appelle de vestiaire, qui durent 15-20 minutes. Et où j'essaie d'être le plus efficace possible dans ce temps imparti de 15-20 minutes. C'est hyper intéressant. Et à côté, s'il y a besoin, il y a le cabinet. C'est open bar au cabinet. Moi, le club me paye un forfait. Que je vois 25 joueuses ou 2 joueuses dans le mois, c'est pareil.
Sauf que si je voyais 25 joueuses tous les mois, je demanderais quand même une augmentation. Mais ça va, ils abusent pas, personne n'abuse, donc c'est cool. T'arrives à créer des relations avec les joueurs, les joueuses ? Très intéressant avec les joueuses, plus qu'avec les joueurs. Pourquoi, je sais pas, tu vas peut-être m'aider, mais en tout cas avec les joueuses, là typiquement l'équipe de l'ASVEL féminin a changé, ça a complètement changé cette année. Donc déjà j'avais des relations avec la plupart des joueuses de l'année dernière. Là il y a une joueuse qui s'est blessée, qui est à l'étranger, qui a une grosse blessure, elle vient me demander, on échange quoi. Pareil avec une autre, on est toujours en contact. J'ai une facilité à créer une relation. On pourra définir ce qu'est une relation selon moi, mais une relation avec les joueuses. Je sais pas pourquoi. Avec les garçons, c'est plus dur. C'est plus dur. Quand je parle de relation, pour aller plus loin, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait, je peux pas m'auto-poser des questions, mais une relation, pour moi, c'est quelque chose... c'est une dynamique où il y a un vrai échange, où tu laisses la possibilité à l'autre de te faire évoluer en tant qu'homme, en tant qu'être, tu vois. Là, peut-être qu'on va sortir de cette heure de discussion. Il y a une infime partie de nous qui aura changé, parce qu'on aura ouvert une porte dans l'esprit l'un de l'autre. Comme toi, quand tu m'as dit un jour que tu abordais les avant-matchs ou les matchs comme une fête, et j'ai gardé ça en tête, tu vois. Et il y a eu un avant-après dans notre rencontre. Il y a vraiment une rencontre parce que je me suis laissé toucher par ce que tu m'as dit. En tout cas, ça m'a touché. Et je me suis laissé toucher. Et je pense que ma relation avec beaucoup de garçons est limitée parce que leur ego ou quelque chose font que je n'arrive pas à les toucher. Il y a cet échange, cette profondeur d'échange qui est limitée par une capsule invisible. Il y a quelque chose de limité chez les garçons. Je dis pas tous les garçons, mais c'est une tendance que je retrouve beaucoup moins chez les filles. En tout cas, je sais que pour mon expérience perso, je sais que moi, les soignants ont toujours été des gens très importants dans ma carrière. Et pas seulement parce que je me suis fait mal, mais même il y a eu des grandes périodes où tout allait bien, mais j'y allais quand même. Parce que je trouvais qu'ils avaient ce rôle qui n'est ni entraîneur, décisionnaire, jugeant, ni quoi que ce soit, ni les coéquipières qui évidemment manquent d'objectivité, où tu as des discussions, où c'est tes copines. Mais là, tu vois, ce rôle un peu neutre, et qui doit l'être en plus, qui est vraiment entre les deux, qui n'est pas toujours simple, je trouve, dans un collectif, même à gérer, dans la proximité et avec les joueuses et avec le staff. Mais je trouve que cette neutralité, elle est assez rare dans le sport de haut niveau. Tu vois, tout le monde va avoir un avis sur toi. Les soignants, ils veulent que ton bien. Et je trouve que quand tu as compris ça, oui, tu as envie de te confier. Et c'est d'autant plus intéressant de créer des relations, comme tu dis. Ouais, moi, j'ai ce truc, ça m'est propre, hein, mais j'aime bien m'intéresser sincèrement aux gens et pas m'intéresser juste à leurs genoux, à leur tendinopathie, mais comprendre qui sont les gens que j'ai en face de moi, quoi. Et quand j'essaye de discuter un petit peu avec certains garçons en début de saison pour essayer de créer quelque chose, il y en a avec qui ça passe, hein, cette saison, je suis plutôt, c'est pas gâté, c'est pas le mot, mais je trouve qu'il y a des très bonnes personnalités avec qui je peux vraiment échanger, et ça me plaît en fait de vraiment travailler avec un humain et pas avec une hanche, un genou, tu vois. Et voilà, et avec les filles, je trouve ça plus simple, mais je voulais te poser une question, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que toi, en tant que joueuse, tu étais limité, tu penses, dans ta relation thérapeutique avec certains soignants de par une sorte de barrière, quelque chose un fit qui se faisait pas humainement, tu vois, de par une sorte de barrière humaine avec un gars qui t'intéressait pas, Est-ce que tu as déjà été limité dans le soin par rapport à cette barrière-là que j'essaye de décrire depuis tout à l'heure ? En tout cas, moi, je ne fonctionne qu'au feeling. Donc si j'ai pas de feeling avec un soignant, ça va pas le faire. Et du coup, c'est quasiment terminé. Je te dis pas à 20 ans, mais oui, à 30, j'avais le sentiment de plus avoir le temps. Si la personne, je la sentais un peu trop brute ou qui justement prenait pas en compte, moi, en tant qu'humaine, mon passif, ce que je ressentais et tout, je trouvais que ça avait pas de sens. Ça avait pas de sens puisque j'ai déjà vu, moi, un cabinet, quelqu'un arriver à avoir un mal de dos, faire 3 séances semaine pour un mal de dos, au bout d'un an, avoir la même pathologie. Si tu t'intéresses pas à ce qu'il y a un petit peu dans sa vie, peut-être que le mal de dos, il vient pas du tout de là. Alors, oui, c'est pas ton travail, peut-être que c'est le travail de quelqu'un d'autre. Et tu vois, si t'es kiné ou ostéo, t'es pas là pour régler tous les problèmes. Mais pour moi, ça fait partie du boulot que de t'intéresser à la personne et d'aller un petit peu plus loin que, comme tu dis, un genou ou quoi que ce soit. C'est vrai que toi, dans ta pratique, quand tu me dis, ok, t'as mal au genou, mais on va aller voir, on va discuter déjà, puis ensuite on va aller voir les viscères, ton crâne, pour moi déjà ça ouvrait une porte de la problématique à un endroit ne vient pas forcément de cet endroit, l'explication vient peut-être d'ailleurs,
Et ça ouvrait des portes, tu vois. Ouais, pour moi, c'est la base, ce raisonnement qu'on peut qualifier de systémique, mais c'est comme dans une équipe. Admettons, toi, tu vas signer je ne sais où et en fait, tu performes pas du tout. Et on dit, putain, Manon, boss. Mais en fait, il suffit de changer d'entraîneur qui change les systèmes et qui te met en avant, ou alors qui te permet de vraiment exploiter ton potentiel. Tu vois, ça dépend pas que de la joueuse, en fait, la réussite d'une joueuse. On en connaît tous, des joueurs et des joueuses qui, à certains endroits, ont surperformé, à d'autres endroits, ont complètement perdu leurs moyens. Tu dis, putain, c'était la même joueuse. Mais j'ai vu des filles aussi à l'entraînement, incroyables, qui n'arrivaient pas à performer en match, ou aussi par manque de temps de jeu, enfin, il peut y avoir tellement de raisons. Donc ouais, je trouve ça difficile. Des fois, dans le sport, on juge le sportif sur une performance ou un jour, alors qu'il y a tellement de choses à prendre en compte autour. Mais du coup, toi, dans ton parcours de soins, il y a la dimension psychologique, elle a un pourcentage important. Ouais, oui, pourcentage, j'aime pas trop parler en termes mathématiques pour ce qui est des relations humaines, mais oui, elle a son importance, clairement. Mais après, je peux faire abstraction parce qu'il y a des joueurs qui en ont rien à foutre, en fait, que tu t'intéresses à eux. Et ça, moi, je le perçois assez vite maintenant. Donc, je prends une sorte de plaisir, c'est pas le bon mot, mais je suis moins frustré maintenant quand je vois un joueur. On va parler d'un Américain pour aller dans le cliché, mais tous les Américains sont pas comme ça, mais assez souvent. Quand je vois un joueur qui en a rien à foutre de moi, ok, je me mets en mode, vas-y, je vais poser quelques questions juste comme ça, mais je me mets en mode, j'en ai rien à foutre de toi non plus, tu vois, je vais pas forcer à essayer de le connaître, alors que je vois très bien que lui, il en a rien à carrer. Et du coup, tu calibres un peu cette relation thérapeutique en fonction de ce que veut l'autre, de ses valeurs, de sa personnalité. Donc ça, j'ai bien progressé là-dessus. Le sport, en fait, ce qui est hyper intéressant en ostéo, quand tu es ostéo d'une équipe, je veux dire, c'est qu'en plus, nous, on a la chance ou pas, il faut voir de quel point de vue tu regardes la chose, mais c'est que les joueurs changent beaucoup. Chaque année, tu as énormément de turnover à l'ASVEL. Donc chaque année, je dois m'adapter à des nouveaux joueurs de toutes les nationalités. Et ça, c'est hyper riche. Ça m'a fait beaucoup progresser. Au début, j'étais frustré quand je voyais un Américain qui voulait rien d'autre que je lui fasse péter 3 dorsales, 3 trucs. Et après, il était content, quoi. Je me disais, mais c'est de la merde, j'ai fait de la merde. Mais pourtant, le gars, il est refait, quoi. Et au bout d'un moment, je me dis, ok, non, en fait, c'est l'adaptation à ce que le patient veut qui est primaire, en fait, par rapport à ce que moi, l'idée que j'ai de l'ostéopathie, qui est quelque chose de beaucoup plus subtil que juste faire péter des vertèbres, quoi. Ça m'a beaucoup fait évoluer, le sport pro. Ok, t'essayes pas d'imposer ton truc? Non. Tu proposes et... Non, je pense que ça, c'est comme une règle de base, ne pas imposer son truc au patient de manière générale, quoi, ouais, clairement. Le laisser au centre de la relation et puis de créer... Ouais, non, même pas au centre, mais de créer une relation mais ne pas imposer ta vision des choses ou quoi. Là, en ce moment, en ostéo, il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés de gourous, qui se font taper dessus parce qu'ils imposent aux patients, etc. Et même moi, on peut me qualifier de gourou parce que j'accorde une importance à la philosophie de l'ostéopathie. Et tu vois, ça, il y a des soignants qui la place de la philosophie dans le soin, pour eux, elle n'existe pas. Pour moi, elle est primordiale. Mais bref, en tout cas, même si elle est primordiale, j'essaye de ne pas mettre mes croyances au centre de la consultation et j'essaye de ne pas les imposer aux patients, quoi. Mais de co-créer quelque chose et de m'adapter à eux au maximum, quoi. Voilà. Sachant que l'objectif, c'est que le gars aille mieux, quoi, ou le patient aille mieux, tout simplement. Ouais. Il ne faut pas oublier le factuel et le concret à l'issue du traitement, quoi. Le retour patient idéal pour toi, c'est ça? Quelqu'un qui aurait fini une consulte avec toi ou un suivi avec toi et qui t'aurait dit quelque chose ok, là j'ai bien bossé ou... C'est difficile comme question. Bon, moi j'aime bien quand le patient est content, quand il me dit merci, mais j'ai aussi appris à me détacher de ça parce que quelqu'un qui va dire merci, t'es un magicien, etc. Bon, c'est cool. Ça me touche beaucoup moins qu'avant, je pense, même si je suis content. Mais de la même manière que quelqu'un qui dit « Oh, Étienne, machin », parce que forcément, je suis quand même un peu plus en lumière que l'ostéopathe lambda, vu que j'ai un podcast, je suis un peu connu, je suis à l'ASVEL, voilà. Parce que tu disais que tu lisais beaucoup, c'était quelqu'un qui fait en sorte d'être tout le temps au fait des nouvelles pratiques, d'essayer de... Ça t'intéresse profondément, quoi. Ouais, mais moi tout m'intéresse, en fait. Je sais pas si c'est un problème ou pas, mais ouais, j'essaye de... C'est pas que j'essaie, en fait. Oui, si, j'essaye de me trouver du temps pour, encore une fois, assumer mon envie de découvrir des choses, de lire. Mais tu vois, je lis pas que des trucs d'ostéo, hein. Évidemment, j'aime beaucoup la littérature ostéo, mais je lis des romans, enfin, je lis plein de trucs.
Et du coup, cette curiosité, elle t'a amené c'est en 2019 à créer ton podcast qui s'appelle Et surtout la santé, qui est bientôt à son 100e épisode. Donc, t'as un succès vraiment pas retentissant, mais ça marche bien parce que tu interviews des personnalités extrêmement différentes sur le sujet de la santé, qui est un sujet extrêmement large. Et t'arrives à... Enfin, je vais te laisser le décrire, laisser décrire l'aventure et puis l'objectif qui était le tien au début. Est-ce que tu as atteint ton objectif ? Ouais, exactement. J'ai atteint mon objectif dans le sens où je voulais redéfinir le « ça marche bien ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « ça marche bien » ? Il y a des gens qui écoutent, tu as dépassé le 1 million d'écoutes, etc. Dans ce sens-là, ouais, ça marche bien. Mais ça, c'est moins important que le « ça marche bien » parce qu'en fait, ça me plaît, ça me nourrit. Moi, mon critère de réussite d'un podcast, c'est pas qu'il fasse 2 fois plus d'écoutes qu'un autre, en fait. C'est que je me sente justement nourri et un petit peu changé suite à la discussion. Que je me revois après certains épisodes où je suis refait. J'ai galéré parce qu'il faut quand même s'organiser, il faut lire les livres des gens que tu vas voir, etc. Et des fois, tu te dis, putain, c'est quand même beaucoup de travail. Et en fait, en sortant de l'épisode, je me dis, waouh, heureusement que je fais ça, c'était trop cool. Et ça, c'est un critère de réussite, en fait. C'est le numéro 1. Après que ça soit écouté, qu'on m'envoie des messages, ouais, c'était génial et tout. Encore une fois, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Tu le fais pour toi ? Clairement, et c'est assumé. Je le fais. La première raison pour laquelle je fais le podcast, c'est pour apprendre moi. Ouais. Clairement, et c'est complètement assumé. Et quand je vais voir un chirurgien et que son sujet m'intéresse et que je l'ai creusé, bah, si à un moment donné la discussion ça doit aller loin et si je dois perdre 90% des auditeurs, bah, c'est pas grave en fait. Soit ils vont s'accrocher, ils vont me dire oh, c'est bien, ça me fait découvrir un nouveau monde, alors là j'ai rien compris, j'ai lâché, ou alors tu as 10% qui vont me dire putain c'était trop bien, merci d'être allé dans le détail. Mais voilà, moi je fais le truc pour moi, je partage mais c'est avant tout pour moi et ça c'est très clair. Ok, oui mais tu partages la conversation malgré tout. Ouais. Pour les gens que ça intéresse. Parce qu'il y en a que ça intéresse et il faut pas se leurrer. Hein. Enfin, si je demande, c'est qui mon dernier invité, Gabrielle Alperne, tu vois, qui est une philosophe, qui est quand même connue, etc. Si je lui dis, bah viens, on va boire un café ensemble et puis tu me racontes ta vie, bah elle va me dire, mais qu'est-ce que tu veux ? Enfin non, je vais pas aller boire un café, je te connais pas, j'ai un agenda hyper pris. Mais si tu lui dis, est-ce que je peux t'inviter dans mon podcast et tout machin, ouais. Voilà, on attend d'écoute, ton sujet m'intéresse, j'ai lu tel livre. Bah, elle va dire ouais bien sûr. Et en fait le podcast c'est une excuse pour rencontrer les gens et je rencontre quasiment tous ceux que j'ai envie de rencontrer grâce au podcast. C'est très rare qu'on me dise oh non, qu'on me réponde pas quoi. C'est aligné là, sur ton site internet je voyais que ton dernier titre d'article de blog c'était faire de sa vie une formation. De ma newsletter tu veux dire. J'ai vu blog moi. Oui non parce que je l'ai transcrit en blog c'est vrai. Je l'ai mis sous forme d'article de blog bien vu mais ça fait super longtemps que je l'ai pas touché. Ouais, faire de sa vie d'une formation, ça me parle beaucoup. Ouais. Comment créer un quotidien qui te permet d'apprendre tout le temps ? Comment ne pas stagner ? Sachant que moi, stagner, ça m'angoisse. Enfin, ça m'angoisse. Ça m'épanouit pas. Moi, ce qui m'épanouit, c'est d'explorer. D'explorer, quoi, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on peut plus explorer comme avant. Enfin, on pourrait, quoi. Je pourrais être digital nomade, faire d'autres trucs. Mais je crois qu'encore une fois, qu'il n'y a pas besoin de changer de lieu géographique pour être explorateur. Et ça, mon tour du monde me l'a bien montré, quoi. Tu peux être au bout du monde et te faire chier. Et en fait, c'est ton mindset qui détermine tout. C'est pas là où t'es, ce que tu fais, quel avion tu prends. C'est hyper intéressant parce que c'est pas le mood du moment, c'est quand même. Enfin, ça dépend pour qui, mais digital nomade, c'est très à la mode. Ouais, oui, sûrement, ouais. Je les suis pas, moi, ces gars-là. Oui, je suis un peu au final quand même comme tout le monde dans ma bulle. C'est-à-dire que sur Instagram, ouais, digital nomade qui partagent leurs trucs, ça m'intéresse pas trop, quoi. Donc j'en suis pas beaucoup. Je sais pas trop si c'est une mode. J'aurais tendance à dire que c'est un peu moins la mode, avec l'écologie qui rentre quand même dans les consciences. Bah, on a compris que prendre l'avion tous les 4 matins, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc je sais pas si c'est à la mode, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas besoin de bouger pour voyager. J'en discutais hier avec une amie libraire qui me disait, qui m'expliquait que plus elle se sentait coincée entre guillemets dans sa vie, dans une routine, plus elle lisait et ça lui permettait de s'évader. Enfin, tu vois, la lecture, c'est un moyen comme un autre de voyager, quoi. Oui, pour certains, ce sera le voyage et pour d'autres, ce sera les bouquins, ce sera rencontrer des gens, ce sera différent. Ouais, voilà, pour moi, c'est un mix d'un peu tout, mais avec cette énergie qui me pousse à assumer les questions que je me pose. Donc, voilà, ça me pousse à aller rencontrer les gens, poser des questions, lire, etc. Et c'est cet état d'esprit que les Anglais pourraient qualifier de beginner's mind. Je ne sais pas si tu connais ce terme. Non. C'est l'état d'esprit du débutant qui est content d'explorer et d'apprendre, quoi, tu vois, quand il découvre un nouveau sujet. Moi, c'est ça qui me fait voyager.
Trop cool. Bah, en plus, du coup, t'es passé à une autre étape et à une autre casquette en devenant formateur aussi. Et ça, c'est très différent. J'imagine que ce rôle d'apprenant, il doit aussi t'apporter autre chose. T'as décidé de créer une formation, mais qui n'est pas qu'une formation. Tu me l'as expliqué un petit peu en off. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Ouais, c'est pas qu'une formation. À la base, c'est une formation qui s'appelle Ostéo et Sport, qui est destinée aux ostéos qui veulent monter en compétences dans le domaine du sport. Donc, tu as un programme sur 6 mois avec 4 séminaires en présentiel sur Lyon, plus des visios, plus des sujets de réflexion sur une plateforme. Mais en fait, quand tu rentres dans la formation Ostéo et Sport, maintenant, la plus grosse plus-value, en fait, selon moi, c'est que tu rentres dans le réseau Ostéo et Sport. Et dans ce réseau Ostéo et Sport, tu as fait la formation une fois et tu y es. En fait, tu n'as pas besoin de repayer. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée de la mise en commun et justement de pouvoir valoriser les compétences de chacun pour essayer de se tirer vers le haut. Et ça, c'est ce qui se passe aussi dans un collectif sportif. C'est carrément l'objectif. Tu as un objectif commun. Ça va être de performer, ça va être de te sentir bien. Comment on y va tous ensemble, en apportant chacun quelque chose. Et tu vas me le dire, mais c'est peut-être pour ça aussi que tu as voulu poursuivre l'aventure Asvel. C'est pas pour l'argent, c'est pour ce que ça t'apporte. Ça, c'est pas pour l'argent, c'est sûr. Bah, on le sait, les soignants dans le sport de haut niveau, c'est pas... Enfin, tu me diras, ça dépend où sûrement et dans quel sport, mais c'est pas forcément ça qui leur rapporte le plus. Mais par contre, humainement, à chaque fois, c'est des aventures et des opportunités. À un moment donné, d'être sur le banc ce soir d'un Asvel Paris, de pouvoir jouer des matchs de Coupe d'Europe, enfin, c'est fou. Ouais, c'est assez énorme. Et des fois, ça, j'oublie, tu vois. Et je me redis, putain, on a quand même l'autre fois, j'étais avec le préparateur physique à côté de moi sur le banc. Enfin, moi, je suis juste derrière le banc. Et on se disait, putain, on a quand même de la chance. Là, on regardait le match, tu vois, juste devant, avec nos gars qui jouaient. Et on jouait contre le Real Madrid. Et on n'avait pas gagné contre eux depuis 20 ans. Et là, on a battu le Real Madrid au buzzer, tu vois, à la dernière seconde. Donc, c'était un truc de ouf. Et en fait, vivre ces moments-là, c'est clair que sur le moment, tu te rends pas compte. Mais en fait, ouais, quand tu seras vieux, tu te diras, waouh, en fait, ouais, on a été champion de France avec l'Asvel. Il y avait Victor Wembanyama qui jouait avec nous. Puis plein d'anecdotes, tu vois. Le soir où on est champion de France avec l'Asvel, Victor, il était blessé. Il rentre sur le terrain. Il passe par-dessus la barrière, tu vois, un peu euphorique. Et là, il y a un gars de la sécurité qui le voit. Et vu qu'il est en tenue de ville, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gars ? Et il le plaque. Et genre, il le démonte, tu vois, il le met par terre. Et il fait un espèce de grand écart. Tu vois comment elle est, Victor, avec ses grandes jambes et tout. Il fait un espèce de grand écart. Et là, on se dit, mais le gars, il est fou. C'est le futur numéro 1 de la draft. Et il est à 2 doigts de lui péter un genou, quoi, tu vois. Et bref, des anecdotes comme ça, il y en a des tonnes. Et ça fera des souvenirs qui seront gravés. On sera très content. Là, ça devient notre quotidien parce qu'on voit des matchs de relique tout le temps. Tu vois, ce soir, on joue contre Paris, machin, c'est énorme. Mais ouais, ça a de la valeur et c'est cool de se le rappeler, quoi. Quand on sera vieux, on pourra en parler. Encore une fois, ça fait une histoire. Ouais, carrément. C'est créer des histoires, créer des souvenirs. Et ça, ouais, tu as des anecdotes. Tu as eu l'opportunité aussi de bouger un peu en Europe, d'aller soigner. Ouais, beaucoup. En fait, j'ai commencé comme ça. Avant d'être à l'Asvel, j'étais consultant pour des joueurs un peu stars, enfin des stars quoi, du basket en Europe. Et ouais, j'allais les voir dans différentes villes. Je suis allé à Moscou beaucoup. J'avais un visa permanent une année à Moscou pour aller voir Nando De Colo, qui était vraiment au top de sa carrière à l'époque. Moscou, c'était le CSKA, c'était le plus gros club d'Europe. Et ouais, ça c'était très riche en fait de découvrir l'écosystème d'un club. Ouais, j'ai vite démystifié des choses. Tu dis, meilleur club d'Europe et tout. Puis tu te rends compte de certains trucs. Tu te dis, ah ouais, en fait, ça sert à rien de se plaindre et de dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Parce qu'en fait, dans chaque club, il y a des trucs moins bien, quoi. Et ouais, je suis allé beaucoup au CSKA, beaucoup au Fenerbahçe. Et pas mal à Valencia, en Espagne, pour d'autres joueurs. Un petit peu à Kaunas, en Lituanie. Et un tout petit peu au Barça, avec un joueur. Donc ouais, ça c'était très riche. Et ça c'était avant que j'arrive à l'Asvel. Donc j'étais jeune, tu vois, j'ai commencé à faire ça, j'avais 27 ans. Moi ça m'a mis la pression. Je me suis dit, faut que je sois au niveau, quoi. Les gars ils gagnent, ils sont multimillionnaires, leur corps, leur santé dépend de... Enfin leur carrière et leur performance dépend en partie de leur santé. Donc moi je me suis dit, mais comment je fais pour être à la hauteur de ça ? Bah tu te formes en fait. Et c'est là où je me suis formé. J'ai écrit un livre avec Jean-Marcel Ferret, un ancien médecin. Parce que ce qu'il me racontait, ça avait trop de valeur. Je me suis dit, encore une fois, il faut le partager. Je fais les choses pour moi, tu vois, et je partage. C'est un peu mon état d'esprit. Et ouais, je me suis formé. Je suis allé faire le Tour de France. Je suis allé voir les meilleurs ostéos, enfin ceux que je considérais comme les meilleurs. Et là, ça m'a... Ouais, j'ai commencé à vraiment être obsédé par l'idée, comment être bon, en fait. Comment devenir bon, comment être le plus efficace possible. Et j'ai eu quand même pas mal de réponses. Et voilà, quoi. Mais c'est comme tu dis, c'est ce
cette activité de consulting, on va dire, auprès de joueurs pro qui m'a fait me dire, là, faut que tu arrêtes faut que tu passes dans un autre niveau, quoi. Faut que tu assumes, en fait. Tu traites les meilleurs joueurs d'Europe. Mais ça, les mecs, ils t'ont fait confiance sur la base de quoi? Mindset, hein. Ils se sont dit, ouais, ce jeune, il est chaud, il est curieux, il a envie d'apprendre. Moi, c'est le premier joueur qui a voulu travailler avec moi, c'est Léo Westerman, qui joue au CSK, qui venait de signer au CSK, machin. Et donc, je l'ai rencontré fortuitement, oui et non, mais c'est un autre gars avec qui je travaillais, Nicolas Lang, qui on passe le bonjour, j'espère qu'il écoutera, et qui est devenu un ami. Et bref, un jour, il est venu à une soirée que j'organisais chez moi, tout ça. Il est venu avec Léo, et on a bien fité. C'était l'été où il allait signer au CSK. Et donc, il m'a dit, bah, ça tombe bien. On a parlé de son projet. Je lui ai dit, bah, vas-y, je suis chaud. Moi, j'aime bien voyager, j'aime bien le basket, j'aime bien l'ostéo. Mais parfait. Tu sais que c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je pense que les athlètes, peut-être encore plus des fois qu'un autre type de population, on marche beaucoup au feeling. Parce qu'on est très connecté à notre corps, aux autres, encore plus tu vois, dans le sport co. Et moi, c'est pareil. Je me revois il y a un an et demi, rencontrer une prep physique, mais comme ça, tu vois, à une soirée, bon feeling, j'aime bien son approche. Et on a besoin, parce qu'on n'a pas de temps dans le sport de haut niveau, on a besoin de gens très clairs, très honnêtes, très directs, qui vont nous dire la vérité et avec qui on sait qu'on peut aller à la guerre et sur qui on peut compter. Donc ouais, je trouve que ça, c'est très spécifique aussi au sport, tu vois. Ouais, et ce qui fait que ça peut créer des environnements très différents. Tu vois, il y a des sportifs qui vont s'entourer de moi parce que mon discours, ma personnalité leur plaît, mais je ne veux pas plaire à d'autres, tu vois. Tandis qu'il y a des mecs que tu peux juger comme des tocards, mais en fait qui seront meilleurs et qui seront plus adaptés à certains autres sportifs. Comme tu dis, ça dépend d'un feeling. Tu es vite amené à juger, de dire oh, regarde son prépa physique, là, regarde ce qu'il lui fait faire, c'est de la merde et tout. Ouais, mais dans le relationnel, en fait, il est bien meilleur que toi parce qu'il a une culture, ils ont quelque chose qu'ils ont en commun et en fait, il vaut mieux que ça soit lui que toi, qui est certes plus compétent en prépa physique, mais il n'y aura pas le feeling qu'il a avec ce gars-là, tu vois. C'est pareil en ostéo, c'est pareil en tout. Donc, il n'y a pas que le niveau académique. Ouais, du tout. Connexion, confiance, trop important. Est-ce que là, si je te demande si tu as un échec ultra, tu vois, constitutif de ta réussite, quelque chose qui te vient? J'ai l'impression que tu n'as pas raté grand-chose, mais... Ah si. Justement, je suis en train de les faire défiler et de me dire, attends, quel échec? Parce qu'en fait, le truc, c'est que les échecs, je suis un peu matrixé. Je me dis, ok, c'est un échec, mais qu'est-ce que j'apprends de cet échec? Et j'ai tendance à très vite transformer les échecs en opportunités, en apprentissage. Mais je vais t'en trouver. Et tu te souviens presque plus de l'échec puisque tu l'as transformé? Bah non, c'est ça, ouais. Attends, mais un gros échec. Non, mais en fait, j'en ai, hein, mais il y a des échecs sur des consultes, forcément, des consultations où je me dis, putain, là, ça va être grave efficace, et en fait, ça ne l'est pas. Ou est-ce que tu as un regret de quelque chose que tu aurais pu faire autrement, tu vois? Bon, c'est pas un regret, mais je pense que en ce moment, je travaille pas mal sur ce que j'appelle mon deuxième cerveau. C'est un concept, en fait, pour gérer tes connaissances. Et l'idée, c'est de gérer tes connaissances dans un outil X ou Y. Moi, j'utilise Notion, c'est une application. Et en fait, tout ce que j'apprends, je le mets dans mon deuxième cerveau pour décharger mon cerveau. Et donc, du coup, là, j'ai un Notion dans mon portable. Si je veux, je sais pas, me rappeler des projets que j'ai en cours, etc., de ce que j'apprends. Enfin, je fais des liens entre plein de choses. Donc, j'aurais créé mon deuxième cerveau plus tôt. Mais en même temps, ça n'existait pas, ce truc-là. C'était pas populaire quand j'étais en études ou quoi. Mais avec le recul, j'incite vraiment les jeunes à se pencher sur cette question du deuxième cerveau, sur le sujet de la gestion des connaissances. Voilà, ça c'est un truc, c'est le truc qui me vient. Pour pouvoir capitaliser dessus et les utiliser autrement. Créer du lien et apprendre à ton cerveau à créer des liens et à ne pas s'enfermer dans des raisonnements, tu vois. Ouais, mais tu sais que ça c'est intéressant aussi pour les sportifs, dans le sens où nous, là, moi, sur l'après-carrière et sur la préparation de l'après-carrière, on m'a dit comment transposer les compétences que tu as créées en tant qu'athlète dans une autre vie, dans un autre métier. Mais ça, en fait, c'est nécessaire parce que nous, c'est devenu tellement instinctif tout ce qu'on fait, tous nos savoir-être, nos savoir-faire, qui sont pas, tu vois, c'est pas des compétences, comment dire, c'est ça, on n'est pas fleuriste, maçon, etc. C'est pas des compétences comme ça, mais par contre, on a développé plein de choses. Et comment les transposer dans un autre métier? Et ça, je trouve que c'est intéressant. Quelles compétences tu as pu apprendre en lisant tel bouquin que tu pourras transposer dans telle activité, tu vois? Bien sûr, moi je trouve que ça, c'est l'entraînement du cerveau. Entraîner son cerveau à faire des liens et à créer des connexions, c'est hyper important. Et la création de la deuxième cerveau peut t'aider à ça, quoi. Mais oui, les sportifs,
moi je trouve que vous avez une chance de ouf, c'est que tout le monde est là, vous admirez quand vous êtes dans les clubs, et parfois vous en profitez pas. C'est-à-dire que, et ça c'est Tony Parker qui le dit souvent en interview, il explique que quand t'es basketteur pro, bah, surtout une star comme lui, tout le monde a envie de te rencontrer. Tu peux limite aller manger avec le président, tu vois. Et en fait, c'est une chance parce qu'au lieu de rentrer chez toi, de regarder Netflix, ben, le soir, tu peux aller manger avec des entrepreneurs qui ont des carrières de ouf, avec un artiste qui est hyper inspirant parce que toi aussi, t'es attirant, quoi. Et je trouve que les sportifs n'en profitent pas assez, quoi. Ouais, mais alors... Peut-être, mais donne-moi ton avis, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'avais peur de me disperser. Alors peut-être qu'on en a parlé aussi un peu en off, il y avait peut-être la peur du regard des autres, mais je me suis dit, putain, mais si je me disperse, si je vais là, et je vais là, et je vais là, et je vais là, et que derrière, je performe pas, c'est-à-dire peut-être que je me suis trop dispersée. C'est-à-dire quoi disperser? Aller manger avec quelqu'un qui t'inspire, tu penses que tu peux te disperser comme ça? Bah, de te dire, ouais, je vais à tel événement, je vais là, plutôt que de me reposer, de rentrer, de manger bien, de dormir bien. Oui, mais ça, tu c'est vois parce ce que que je veux dire t'as ta croyance que... Ah, attends, avec qui j'en parlais de ça? C'était hyper intéressant. C'est avec Nicolas Lang, dans un podcast qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir. Il me disait, j'étais dans mes croyances, il fallait que je fasse ma sieste, que je me lève à telle heure le matin, etc., ça. que je dorme tant d'heures. Et en fait, après, il a eu des enfants. Donc sa vie, c'est devenu un bordel. Et il s'est rendu compte qu'en fait, même après une nuit de merde, parce que les enfants étaient malades, bah, il allait mettre 30 points, quoi. Donc il a cassé un peu ce truc de oui, il faut que je dorme 1h30 tous les jours, etc. Et ouais, ça, c'est une question de croyance. Mais en tout cas, faut tester. Peut-être que oui, si tu te rends compte que ça te fatigue d'aller rencontrer des gens, bon, bah ok, tu le sais. Mais je trouve ça dommage de rester dans le truc, oui, non, je suis sportif, faut que je me repose beaucoup, etc. Non, je peux pas aller à cette soirée parce que... Non, attends, quand t'es sportif, je sais pas vous, vos entraînements, je veux pas négliger... Effectivement, c'est très demandeur sur le plan physique. Mais t'as quand même du temps pour faire une sieste l'après-midi, tu vois. Et c'est pas un repas de 2 heures qui va te fatiguer, quoi. Je pense au contraire, ça peut, je pense, te nourrir et te sortir de cette espèce de bulle du hand, en l'occurrence, ou du basket, qui est en soi énergivore, quoi, en fait. Ça peut te faire prendre une bouffée d'air qui serait plus bénéfique qu'une sieste au final. Je suis très d'accord avec ça. Moi, je m'en suis rendu compte aussi en discutant avec un prep mental qui m'a dit Manon, là, t'as besoin de souffler, t'as besoin de te reposer, mais c'est mieux si tu fais tes heures de route pour aller voir ta famille, parce que ça va plus te ressourcer que d'être chez toi, à rien faire, à regarder une série peut-être ou un livre ou un bouquin, parce que tu as besoin de te changer les idées, de te divertir, tu vois. Et tu vois, tu avais besoin que ce gars-là te le dise. Ouais, complètement. Sinon, tu t'autorisais pas à le faire. Je ne m'autorisais pas. Je culpabilisais même en le faisant. Et à chaque chose que je m'autorisais, je culpabilisais en me disant si je performe pas assez, c'est parce que je me suis autorisé ça. Enfin, tu vois, tu rentres dans ce schéma-là. Très bien. Et en plus, derrière les grands sportifs, LeBron, Cristiano et tout, ils vont nous mettre des routines, leur routine à eux, où tu te réveilles à 5 du mat, tu t'entraînes, tu dors, tu t'entraînes, tu dors, tu manges, tu t'entraînes, tu dors, tu manges. Mais en fait, c'est leur routine qui leur convient. Et c'est comme ça qu'ils performent et comme ça qu'ils sont heureux et qu'ils génèrent de la joie. Mais c'est important aussi de dire que chacun a un équilibre qui se situe à un endroit extrêmement différent. Moi, je suis pour Voilà, faut vraiment mettre en avant la singularité et les individualités dans les sports indiv, bien sûr, mais dans les sports co aussi. Non, souvent, mais c'est sûr. Et surtout dans les sports co, parce que si ta singularité n'est pas exploitée au maximum, bah en fait, ce sera le collectif qui va en subir les conséquences, quoi. Tu as tout intérêt à pousser chaque être humain de manière individuelle à son max, et ça sera via des stratégies très différentes. Mais en fait, le collectif, il en sera renforcé et plus performant, en fait. Ouais, mais je pense que c'est aussi la responsabilité de l'individu de mettre sa singularité, de la connaître déjà, et de mettre sa singularité en avant, parce que des fois on dit le coach il a pas vu ça, il a pas dit ça, le club, le coach, le soignant, le truc, et j'ai été la première à le faire, et avec le recul je me dis c'était à moi de savoir ce que je voulais, de quoi j'avais besoin, et de le communiquer, comment le mettre en place, et comment moi je pouvais m'adapter, tu vois. Mais... Merci pour ce message. Non mais je pense qu'il faut du recul, ouais, plus. Mais... Ouais, puis le sportif est un peu radin, tu vois, il veut que le club lui paye tout, etc. Et moi j'ai envie de dire, mais attends, mais lâche-les tes 1000 balles, va faire une formation de je sais pas quoi, tu gagnes 30 000 € par mois, qu'est-ce que tu me racontes là, ouais, le club machin truc, tu vois, il faut aussi investir sur soi. Et vous, je trouve que c'est pas trop dans vos mentalités, enfin ça commence, mais il y a une tendance à être un peu radin, quoi, à pas trop investir sur vous, je trouve. C'est pas comme nous, ostéo, on n'a pas le choix en fait. Tu veux devenir bon, tu te payes des formations, tu fais des trucs. Et j'ai trouvé parfois, encore une fois, je généralise pas, mais n'attendez rien des autres, quoi, en fait. C'est pas le club qui va t'apporter l'ouverture d'esprit qui te nourrirait. Enfin, c'est pas le club qui doit t'apporter la formation pour
idéal pour ton après-carrière. Non, c'est à toi de te bouger, quoi, je pense. Et là, je m'évade parce que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais c'est ce que j'observe de manière très subjective en tant que ostéo. Je ne suis pas bien placé pour parler de ça, mais je me permets de... Parce qu'on est entre nous, quoi. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut être dans l'initiative. Mais on a toujours peur. En tout cas, tu vois, t'as peur que le club le prenne mal. Tu te dis, si elle veut faire des études en plus ou ceci en plus, ça va la fatiguer, elle sera moins investie. C'est faux. Et surtout, moi, quand je l'ai fait, les clubs ont ultra bien réagi. Et ça, peu importe le club dans lequel j'étais, à chaque fois, ah ouais, c'est super, ok, comme ça. Et en fait, c'est des fausses croyances, quoi. Et pareil, la fausse croyance de ne pas avoir suffisamment de temps. Si c'est quelque chose qui t'anime et qui te passionne, le temps, tu vas le mettre. Et c'est pas de l'énergie qui va être perdue, au contraire, c'est quelque chose qui va te nourrir, quoi. Celui qui pense ne pas avoir le temps, je l'invite à écouter le podcast avec Nicolas Lang, là, qui va sortir. Il sort sur sa chaîne et sur ma chaîne. Et c'est abusé, le gars. Il a 2 enfants, il a un podcast, il fait un master à côté. Et il est deuxième meilleur marqueur du championnat à l'heure où on parle, là, du championnat de France. Et il a un stage de basket, il suit des mecs en prépa mentale. Enfin, c'est abusé. Donc celui qui n'a pas le temps, enfin qui n'estime de pas avoir le temps, qu'il écoute ce podcast, peut-être qu'il relativisera. Ouais, je pense que tous les athlètes qui ont des enfants peuvent témoigner, et en tout cas nous, de l'extérieur, témoigner que nous, toutes les nanas qui ont eu des enfants, elles sont revenues encore plus performantes parce qu'avec un recul de dingue, de dire attends là, si je viens à l'entraînement ou si je fais une compétition pendant 1 mois à l'étranger, je sais pourquoi je suis là, je m'y mets à fond et je prends du plaisir, sinon je suis avec mon enfant, quoi. Ouais, et puis il y a aussi cet enfant qui peut aussi être un double projet, tu vois, une passion que tu nourris à côté. Mais en tout cas, l'enfant, moi, les témoignages que j'ai reçus, c'est que ouais, ton enfant t'apprend à relativiser. Tu fais un match de merde, le coach il te gueule dessus, tu rentres chez toi, t'as le sourire de ton enfant, tu vois. Et en termes de ressources, c'est aussi énorme, tu vois. Alors, t'es pas obligé de faire des enfants pour ça, mais ça peut être un bénéfice énorme dans les enfants. Et encore une fois, ça peut être une passion que tu assumes qui te fait déstresser, qui te fait penser à autre chose, parce que tu peux vite avoir ton cerveau qui tourne en boucle sur des trucs, alors que ça pourrait être désamorcé par des choses qui te font kiffer à côté. Ou même des potes, tu vois, de faire des nouveaux potes. Combien de sportifs je suis allé voir à l'étranger et je demandais, ouais, tu t'es fait des potes en dehors de ton club? Les gars, au bout de 2 ans, ils connaissaient personne d'autre que le gars de la com du club, ou enfin, ils connaissaient personne d'autre en dehors du club. Peut-être un gars qu'ils avaient rencontré parce qu'ils s'étaient fait interviewer, mais je me dis, mais putain les gars, chacun sa personnalité encore, je juge pas, mais peut-être qu'il y aurait moyen d'aller rencontrer d'autres gens, quoi. Ça pourrait te sortir d'une sorte de stress et tout simplement te nourrir, encore une fois. Mais encore une fois, on en revient à l'importance de se connaître. Et là, j'ai envie de te demander comment tu t'es connu, en fait. Comment se connaître? Comment savoir ce qui est vraiment bon pour toi, se découvrir? On veut tester. Oser tester. S'affranchir du regard des autres, oser tester et avancer sur la découverte de qui on est. Comment t'as fait, toi, pour te dire, moi, ce qu'il me faut, c'est avoir des potes et tout ça? J'ai essayé de me remémorer qui j'étais avant d'être athlète. Qui t'es quand t'es ado? Qui t'es quand t'es enfant? D'où tu viens? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Parce que pour moi, les passions que t'as quand t'es jeune, tu vois, là, tu me disais, quand t'étais gamin, t'allais à l'école en vélo, aujourd'hui, tu vas au boulot en vélo. Je suis pas sûre que ça ait pas de lien, tu vois. À mon avis, tu vois, ces petits liens de choses qui t'ont animé, le fait de vouloir être dehors, le fait de rencontrer du monde, peut-être que la vie de village que tu avais avec cette simplicité-là, le fait d'aller vers l'autre, tu étais beaucoup plus sécure que quelqu'un, peut-être, qui a grandi en ville, j'en sais rien, dans un environnement ou un quartier plus hostile, où tu vas plus te méfier, tu vas avoir moins besoin de te sécuriser par l'autre, mais tu vas avoir créé des choses en toi qui vont te suffire. Je pense que la connaissance de soi, elle s'arrête jamais, et tant mieux. Et je pense que là, maintenant que j'ai du temps, tu vois, c'est marrant, je pensais manquer de temps, j'ai l'impression en tout cas, de plus prendre le temps d'apprendre à me connaître et que je l'ai pas forcément suffisamment fait dans ma carrière d'athlète. Donc. Et toi, tes regrets ou les petites choses par rapport à ce sujet-là que tu aurais fait différemment? Ouais, ça, sur la connaissance de soi, je pense que c'est important. Tu aurais testé plus de trucs. Tu serais autorisé à tester plus de trucs. Je me serais plus centrée sur moi. Sur moi, dans le sens où me connaître moi pour ensuite, plutôt que de systématiquement chercher l'aval des autres ou chercher la compagnie des autres, de me recentrer sur moi pour prendre le temps de me dire ok, de quoi tu as vraiment envie? Où est-ce que tu veux vraiment aller? Pourquoi? Pour qui? Tu vois? Me poser des vraies questions comme ça et de manière régulière pour être sûr d'être systématiquement sur le bon chemin, au bon endroit, aligné, tu vois? Ouais, mais quand t'es jeune, ces questions, elles viennent pas comme ça, quoi. Je pense qu'il faut qu'on te les pose ou elles arrivent pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Faut peut-être
provoquer la rencontre avec des gens qui ont plus de recul, écouter des podcasts. Enfin, il faut se bouger un peu pour que ces questions viennent à toi, quoi. C'est pour ça que moi, là, très, très rapidement, pour mon après-carrière, je me suis dit, je vais me reconvertir dans la prépa mentale, parce que la prépa mentale et la formation que je fais, c'est exactement ça. C'est essayer d'aller découvrir qui tu es, te connaître, découvrir ta singularité, pour ensuite aller vers la performance en étant dans un bien-être mental et en étant dans une écologie d'énergie, tu vois, qui te permettent de durer, de te sentir bien, de performer. Et quand bien même si tu performes pas, de te sentir bien quand même parce que tu sais quitter et que tu as créé des choses autour de ton sport. Ouais, ça y est, t'es parti en podcasteur, t'as inversé les casquettes là. Non, mais t'as une plus-value et je trouve que c'est cool de... comment dire, quand tu fais un podcast et que toi-même en tant que... hôte, ça peut être moi ou toi, mais que intervieweur, on va dire, t'as une plus-value en apportant ton point de vue, c'est cool de pouvoir l'exprimer, quoi. Voilà, je pense que c'est bien que tu puisses parler et dire des choses. Ça, c'est un... Je sais pas si tu le mettras dans le podcast, peut-être, mais il y a des podcasts, tu vois, où la personne est là en mode... elle pose que des questions, oui, d'accord, c'est des questions toutes écrites, etc. Je trouve que c'est un peu moins riche que, en tout cas pour moi, d'écouter un podcast où celui qui pose des questions a aussi beaucoup de valeur ajoutée et que c'est vraiment un vrai échange avec l'invité, quoi. Donc je t'invite vraiment à donner ton point de vue. Là, c'est trop bien. Le tips que tu as dit, là, c'est top. Et puis là, en réfléchissant, je me dis c'est ok en fait de se mettre dans la peau de celui qui interviewe et qui va chercher que des réponses. Non, là, mais tout est intéressant. Tout est ok, ouais. Ouais, tout est ok. Parce que si les questions, elles sont bien senties, puis des fois, tu vois, on en parlait avant, mais t'as quelqu'un de tellement passionnant devant toi que t'as pas envie de rebondir sur ta propre expérience systématiquement. Et là, c'est parce que tu me poses des questions et qu'on est dans une conversation, tu vois. Mais c'est trop bien. La dernière fois, tu m'avais dit que tu considérais les matchs comme une fête. Ce soir, je vais me dire ça. On va à la fête. Et là, le truc de te demander qui t'étais quand t'étais petit, c'est trop cool. C'est simple, mais trop cool. Ouais, c'est ultra simple. Je me suis posé cette question quand j'étais ado, je voulais être psy. Je voulais faire de la sociologie, je m'intéressais aux autres. Et en fait, je reviens à ça. Malgré une carrière dans le sport. Enfin, j'ai l'impression qu'on y revient tout le temps à un moment donné, quoi. Il y a une interview de Jacques Brel, là, si tu veux, et pour ceux qui veulent, qui est vraiment énorme. Et il dit un truc du style à 14-15 ans, un homme sait ce qu'il veut. Et puis après, il enchaîne, mais en gros, il explique que à 14-15 ans, t'as des rêves, en gros. Et. Oh. Ça me touche. Non, je t'en prie. À 14-15 ans, t'as des rêves. Et qu'après, tu passes ta vie à essayer de rattraper ses rêves, à réaliser ses rêves. Et soit tu te mens à toi-même, et normalement, tu réalises vers les 40 ans que tu t'es menti, et là, ça va pas du tout. Soit tu trouves des stratégies pour aller vers tes rêves, quoi, entre guillemets. Mais il dit qu'un homme à 14-15 ans, il sait ce qu'il veut, quoi. Ah, c'est trop beau. Ça ouf. C'est trop beau. Et ça revient à rester connecté avec soi-même, parce qu'au final, on sait. Au plus profond, on sait. Si on s'écoute pas, qu'on se perd à un moment donné. Mais merci beaucoup pour avec plaisir. Ton partage, ta sincérité. Et c'est marrant que tu partes un peu vers le domaine artistique, parce que moi, je suis persuadée qu'il y a je trouve qu'il y a un lien étroit entre le cinéma et le sport de haut niveau, parce qu'on est des joueurs. Tu vois, il y a des castings, tu es choisi au début pour démarrer une aventure collective, en équipe. Tu as des réals qui pourraient être apparentés à des coachs, des acteurs apparentés à des joueurs. Tu as une intensité, une pression. Et je voudrais savoir, toi, s'il y a un ou plusieurs films qui t'ont marqué. Ouais, forcément. Mais pour revenir à ça, c'est intéressant. Et Jacques Brel, dans la même interview, bon, qui n'est pas une référence, hein, ça reste un... Enfin, si, c'est une référence pour moi, mais c'est un chanteur. Mais il dit, moi, les artistes, je ne connais pas. Il y a des gens qui travaillent à un but avec une grande énergie, mais les artistes, je connais pas. Et en gros, il entend artiste dans le sens où l'inspiration tombe du ciel, etc. Mais il met vraiment la notion de travail vraiment au centre du process qui l'a amené, lui, à devenir un des plus grands artistes, tu vois. Et c'est intéressant. Mais très intéressant aussi ta métaphore du cinéma, là. Je regarde pas trop de films, moi. Je lis beaucoup plus que je regarde de films, ça c'est clair. Ça peut être un bouquin. Là, ta référence de Brel, elle est géniale. Et si c'est un bouquin ou, comme tu dis, une citation ou un film, peu importe. Qui m'ont inspiré, tu veux dire ? Ouais, quelque chose qui t'a marqué, tu vois. Comme tu disais, qui t'a changé peut-être, qui t'a
Ouais, il y en a pas mal quand même. Il y a eu un avant-après, on va dire. Il y a eu L'Alchimiste, que j'ai relu pas mal de fois, où là j'ai découvert un peu le roman initiatique, tu vois, où il y a des histoires qui peuvent te toucher et des idées un peu philosophiques, ésotériques, je sais pas comment on peut dire ça, mais le concept de suivre les messages que la vie t'envoie, bah, tu vois, ça amène un peu de poésie dans ta vie. Tu peux être très cartésien et t'en foutre de tout, alors quand il y a quelque chose qui t'arrive, tu peux te dire bah, peut-être que c'est un signe, ou peut-être en tout cas que je peux le prendre comme un signe. Et je trouve que cette poésie que ça t'amène, en fait, le fait de voir les choses comme ça, sans être complètement dans cette réflexion-là, mais voilà, en tout cas, l'alchimiste m'a amené cette ouverture à ok, peut-être que ce qui t'arrive là, c'est pas par hasard, et comment tu peux faire de ce qui t'arrive une force ou comment tu peux transformer ça pour que ça t'aide pour aller là où tu vas aller, quoi. Donc l'alchimiste, pour répondre, Trop cool. en numéro 1. Pour après, il y en a plein. J'adore, mais ça revient à tout ce que tu as pu nous partager, donc c'est hyper cohérent. Et du coup, ma dernière question pour toi, est-ce que tu as envie de remercier quelqu'un en particulier pour l'impact qu'il a eu dans ta vie ? Ben, waouh, non mais il y en a plein, autant des auteurs. Mon père. Ouais, il y a plein de gens en fait, c'est plein de petits trucs. Ouais, ma famille, mon père évidemment, mais après il y a eu peut-être... Là je pense à un entraîneur qui est devenu prépa mental, mais je pense que je suis biaisé aussi par le fait que ce soit prépa mental, mais qui s'appelle Ludo, qui m'avait vachement rassuré quand j'avais 15 ans en termes de performance basket, mais tu vois, tu t'identifies beaucoup à tes performances basket à cet âge-là, contrairement au coach que j'avais eu l'année d'avant, que j'avais trouvé très mauvais d'un point de vue humain, qui ne m'avait pas aidé en tout cas, ou alors il m'avait aidé sans le vouloir, il ne m'avait pas aidé sur le moment, mais le fait de ne pas m'avoir aidé m'a rendu plus fort derrière. Mais c'est cool que ça soit équilibré l'année d'après avec un gars beaucoup plus humain. Donc Ludo peut-être, mais là je remonte toute ma vie. Après, ouais, il y a eu des profs, mais j'ai pas de personne. Il y a Marjolaine après, évidemment, qui est la fille dont je te parlais, qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui, ma mentor. Et après, non, c'est des rencontres, ça peut être... mais tu vois, même pendant mon tour du monde, c'était des rencontres des fois en une soirée. Tu rencontres un gars qui va te faire réaliser qu'en fait... tel chemin est possible, qui va t'ouvrir une porte dans ton esprit et tu vas avoir une croyance limitante alors que t'es bourré en fin de soirée et le gars il va dire un truc, en fait tu vas le garder pendant toute ta vie limite. Donc non, c'est beaucoup de rencontres comme ça inopinées entre guillemets. Et les personnes, mon père et Marjo, Kevin aussi, mon binôme de promo avec qui j'ai échangé récemment. Non mais ouais, je sais pas trop. Et mes copines, ouais, si mes copines, ça c'était important. Toutes les filles qui m'ont un peu soutenu et qui m'ont inspiré, parce qu'en fait j'ai jamais été trop célibataire, quoi. J'ai eu plein de copines et à chaque fois elles m'ont aidé ou elles m'ont soutenu un peu dans mes trucs, tu vois, elles m'ont accepté et il n'y en a aucune qui m'a mis des bâtons dans les roues, quoi. Alors que des fois tu peux aussi te faire freiner dans une relation, à cause d'une relation de couple, etc. Et j'ai eu de la chance là-dessus aussi. Toutes mes copines, toutes mes ex. Je remercie toutes mes ex qui écouteront ce podcast. Et ma femme actuelle, évidemment, quand même, qui me permet de faire plein de trucs, parce que ça demande quand même du temps, tout ce que je fais. Donc heureusement que j'ai une femme qui est cool et qui comprend, quoi. Voilà, grande dédicace. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi pour l'accueil, pour ta sincérité, la bienveillance de ce moment et l'enrichissement, bien sûr. Je remercie Eto pour la musique, je remercie QG pour la prod et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Au-delà du jeu. Salut Étienne. Ciao Manon. Te opo a neo ia oe I te po I